côté, c'est pas la personne, l'être américain est tellement solide et protégé et individué et presque intouchable, je veux dire d'une certaine façon, il est solide. Donc, et ça a été déjà remarqué par Tocqueville, hein, qui déjà au début du 19e dit que les Américains ont achevé leur révolution dans la solitude. Mais oui, parce qu'il a fallu aller vers l'Ouest, il y a des êtres individués et solides et qui ne sont pas dans la nostalgie et qui sont dans ne sont pas dans l'attachement, bien entendu. Donc, tout ça, ça arrive par les lectures, je crois, le fait d'avoir vraiment relu aussi Henry James, qui est pour moi le Proust américain. Enfin, c'est idiot de dire ça parce que non, mais James avait tellement parlé de l'Amérique. Donc, je pense que c'est d'un jeu de miroir. Hein. On ne peut pas comprendre tout seul. On peut pas. Je pense qu'il faut se servir de ce qui a été écrit, soit par la philosophie, soit par la littérature, qui avant qu'on puisse, d'abord parce que c'est merveilleusement bien écrit et que les mots, la beauté des mots dans chaque langue est importante. C'est vrai que James dit shrieking, piercing, des termes américains, on perd en français. Donc, je pense que... Quelle était votre question, Maureen? Je me suis un petit peu perdue là. C'était cette cristallisation culturelle. Oui, la cristallisation, oui. Voilà. Et donc, quelque part dans ce mot cristallisation, plus tard, vous avez parlé visiblement, qu'on parle de 1832 de Tocqueville jusqu'à des années 80 et peut-être aujourd'hui. J'ai compris que vous constatez toujours ces noyaux durs de la culture. Et donc, ma deuxième question sera, même aujourd'hui, dans notre monde interconnecté, interdépendant et donc tout à fait en contact à travers des technologies, et ces noyaux durs, pour vous, sont toujours très évidents? Alors, ils sont très évidents. Il y a des noyaux durs qui m'échappent parce que je ne suis pas de formation scientifique. Et mon mari l'est, donc nous travaillons, mais plutôt ce qui serait bien, c'est de faire travailler des mathématiciens sur des représentations mathématiques de systèmes durs. Il y a vraiment des inversions, si vous voulez, il y a des dualités qui s'inversent, des noyaux durs qui s'inversent. Il y a quelque chose de géométrique aussi. Mais n'étant pas mathématicienne, je ne peux pas aborder, je le sens, c'est de l'ordre de l'intuition. Hein, et c'est une intuition que mon mari et moi avons sur certains aspects de différences culturelles. Hein. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que nous sommes au balbutiement et qu'il y a énormément à creuser, effectivement, de l'interculturalité qui a existé quand Montesquieu écrivait des lois, de l'amour de Stendhal, pour en quelques-uns, depuis que l'interculturalité est devenue plus scientifique et qu'on est en mesure de mesurer déjà que Lévi-Strauss a fait en anthropologie, hein, il a déjà introduit la linguistique pour parler de l'ethnologie, ethnographie et anthropologie. Donc il a donné un langage linguistique à l'anthropologie, ce qui a permis déjà il y a 50 ans de faire de grands progrès. Je pense que nous en sommes au balbutiement, effectivement, et que c'est un monde formidable qui s'ouvre. Et je pense que tout ce qui est intelligence artificielle, neurolinguistique, je pense qu'il faut travailler à l'intersection de ces sciences humaines. C'était peut-être un très bon projet. Je sais qu'en Californie, il y a quelques personnes qui s'en occupent à Los Angeles. Donc, peut-être quelque chose à envisager plus en France parce que je n'en connais pas forcément qui font dans cette intersection. Donc, je parle aux autres aussi. Des questions, des commentaires. Allez. Oui, je vous invite. Quelqu'un a commencé? C'est Linda, ici dans la région parisienne. Et je crois que l'une des choses qui me frappe, moi, et que je vis, moi, dans mon interculturalité, c'est justement ce besoin de peut-être accepter, peut-être essayer de comprendre, mais surtout de vivre dans une bascule.
on va aller d'un côté d'un autre, on va aller d'un côté d'un autre. Il y a certains aspects qui, avec le temps, on va les accepter mieux. Il y a d'autres aspects qui vont rester des points de crispation et pas cristallisation. Mais que je ne vois pas, moi, un point culminant, et je ne crois pas que ça va exister, où tout est résolu. Et une autre, pour revenir sur ce que vous disiez aux questions de distance et tout ça, il y a une chose qui, moi, m'interpelle et constamment, c'est je ne sais pas comment le dire sans que ça pareil, c'est-à-dire c'est l'égocentrisme et l'ethnocentrisme de nos observations de l'autre, si je peux dire. Et souvent, on veut plus comprendre l'autre qu'on veut nous comprendre. Et que peut-être le vrai effort, c'est de comprendre un peu nous-mêmes pour, vous voyez ce que je veux dire, pour aller un peu plus loin dans notre analyse, si vous voulez, ou notre désir de comprendre l'autre. Je ne sais pas si ce que je dis arrive à être cohérent ou non. Moi, je veux bien rajouter quelque chose à Linda. Donc, je suis Marie-Laure de Paris aussi. Et je rebondis sur ce que dit Linda et sur le terme donc, de Nathalie de cristallisation. Où moi, j'ai aussi vécu... alors, moi, je suis pas biculturelle. Hein, je suis française, mariée à un Français, je vis en France, mais j'ai vécu au Japon. Et je me souviens d'avoir mis beaucoup de temps à comprendre des différences de perception sur le vécu au Japon. J'avais remplacé un Français qui m'avait décrit un tableau très négatif de son expérience au Japon à travailler avec des Japonais. Et donc je suis arrivée avec ça en me disant oh là là, où est-ce que je vais? Et finalement moi j'ai passé une année extraordinaire, ça s'est très bien passé. Et il m'a fallu beaucoup de temps, et c'est là où la dimension temps, et ça va avec la distance aussi que l'on prend, pour comprendre, se comprendre soi-même. C'est pas tant la culture japonaise en tant que telle, c'est notre rapport. Donc tout à l'heure Nathalie a parlé de miroir, notre rapport à une autre culture. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre pourquoi il pouvait y avoir tant de perceptions différentes. Et comme dit Linda, je crois qu'il faut aussi apprendre à se regarder soi-même, à se comprendre soi-même pour après comprendre nos réactions et nos perceptions. Et pour revenir à ce que disait, la discussion qu'il y avait tout à l'heure entre le milieu business, c'est vrai que malheureusement, et moi j'ai la même difficulté, dans un milieu business, les gens veulent des solutions. Or, moi, je suis persuadée qu'il y a quand même une incompatibilité entre le temps nécessaire pour la distillation, j'aime bien aussi ce mot-là, et un niveau de compréhension, même si, comme Linda dit, on n'arrive jamais à tout comprendre. Il y a des petites cristallisations ponctuelles, et je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à faire prendre conscience aux gens que l'on forme. Comme vous disiez tout à l'heure, un Américain arrive en France et il a 8 heures pour comprendre. Enfin, moi, j'ai vécu ça, un Finlandais qui arrive et voilà, j'ai 6 heures pour lui parler de la France. Et quelque part, c'est une aberration. Et je pense que c'est absolument nécessaire de faire bien prendre conscience que c'est un travail de longue haleine et qu'il faut du temps au temps, ne serait-ce que pour percevoir la culture dans laquelle on est plongé, à partir de ce que l'on est. Voilà. Donc ça rebondit sur les mots cristallisation, distillation, le temps, la prise de distance nécessaire et ce que disait ça. Voilà. Nathalie, quelques commentaires sur ces... Non, c'est très rafraîchissant d'entendre une jeune femme qui dit cela de la façon dont vous venez de le dire. Et malgré tout, on est obligé de le faire. On est obligé de donner des dimensions à un survival kit pour que les gens fonctionnent. Voilà. Mais on sait très bien que c'est le tip of the iceberg et que finalement le travail d'approfondissement le plus intéressant est justement la partie non visible. Hein, qui travaille sur soi effectivement.